c'est de transmettre des savoirs sur des notions qui peuvent être complexes de manière simple. Et on a souhaité ce soir commencer ainsi sur la mondialisation et inviter Christian Grapalou, qui est géographe, professeur à Paris 7, et qui a renouvelé l'approche de la mondialisation. Vous avez la responsabilité. En essayant de resituer la notion sur un temps long. Donc vous êtes géographe et en même temps vous apportez un éclairage historique qui est assez nouveau. Oui, je fais ce qu'on appelle de la géohistoire. C'est un terme moderne. Donc je vous laisse maintenant la parole. Merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bonne soirée à tous. Merci. Bien, bonsoir à tous et merci à la médiathèque de Bagneux de s'intéresser à la mondialisation. Effectivement, je ne sais pas très bien si je suis géographe, historien, économiste, culturaliste, enfin peu importe. D'ailleurs, je crois que ce genre d'étiquette n'a pas grande importance. Dites-moi si je parle, ça va, si c'est assez fort, c'est bon. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai choisi de parler debout sans micro, mais si ça n'est pas suffisant, je prendrai le micro à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je suis le premier d'un cycle qui n'aura malheureusement que 3 séances. Je crois que vous vouliez dire ça. Eh oui, changement de date. Changement de programme. Ouais. En fait, la semaine prochaine, Dominique Pillon sera bien là. En revanche, sur les 2 dernières séances, Monsieur Martel a annulé, enfin il ne pourra pas être présent. Donc la séance du 19 est annulée et Pierre Vels viendra le 26 novembre. Voilà. Donc pas de séance le 19 et en revanche Pierre Vels le 26 et vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la médiathèque. Et en tout cas, Pierre Vels, c'est pas de la géographie, pas de problème, et ça sera très bien. Oui, donc je vais essayer de prendre le mot mondialisation dans un sens très large, qui est littéral, c'est-à-dire comme tout mot en action, ça indique un processus. Mondialisation, littéralement, ça veut dire la construction du monde. Le processus qui tisse le monde, c'est un mot que j'aime bien parce que c'est surtout des questions de réseau, qui met en relation tous les membres de l'humanité à la surface de la Terre. On emploie parfois un mot savant qui est écoumène, pour dire l'ensemble de l'humanité à la surface de la Terre. Ça a la même racine que le mot économie ou que le mot écologie. Ça vient du grec oikos, qui veut dire la maison. Ça veut dire qu'on habite tous notre maison, la Terre. L'économie, c'est gérer la maison. C'est ça, à l'origine, l'économie. Bien, les sociétés, les hommes n'ont pas toujours été reliés. Je vais commencer d'ailleurs dans un instant par ça. Mais d'abord, je vais commencer par le mot, peut-être parce que j'ai travaillé pour le Petit Larousse. Mais le mot mondialisation, il apparaît dans notre vocabulaire, vous l'avez vu apparaître, autour de 1980. Pas avant. Non pas qu'il n'existait pas, c'était un néologisme, et quand on construit un néologisme, on sait ce que ça veut dire. Il était apparu par exemple à la une du journal Le Monde, ce qui n'est pas évidemment étonnant, en 1964, au moment où il y avait un cycle de négociation économique, ce qu'on appelait le GATT, un round on disait, donc on appelait ça le Kennedy Round, un cycle de négociation pour diminuer les barrières douanières, donc on est purement dans l'économie. Et ce cycle avait, un article du Monde avait pour titre « Vers une mondialisation, point d'interrogation ». Le mot était apparu. En fait, on peut même le retrouver avant la guerre de 14, dans quelques textes de journalistes ou de géographes, à un moment que, rétrospectivement, on appelle parfois la première mondialisation. C'était dans un moment où les interrelations entre les économies européennes, surtout, et de ce fait, avant 14, avec leurs empires coloniaux, étaient déjà assez fortes. Et la guerre de 14 a brisé ça. Donc le mot mondialisation était apparu dans certains textes, mais n'était pas quand même rentré dans les dictionnaires. C'est donc en 1980 qu'il va apparaître, mais je fais un parallèle avant, alors vous inquiétez pas, je vais avoir très peu d'images où il y a que du texte. Je n'aime pas ça, et je ne répéterai pas les mêmes choses que celles qui sont à l'écran. Il y aura surtout des cartes, des images diverses que vous allez voir. Donc je fais un parallèle avec un mot qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle, qui est le mot international. On a inventé le mot international avec l'internationalisation, justement au moment où on se rendait compte qu'on était dans une structure d'État, avec des frontières bien linéaires, bien construites. Si j'ai le temps, j'y reviendrai tout à l'heure, car c'est une chose que l'Europe a diffusée dans le monde entier, l'État-nation. Et vous aviez à ce moment-là l'idée que les relations, entre autres économiques, mais pas seulement, par exemple les migrations, qu'il pouvait y avoir d'un État à un autre, étaient internationales.
Pour ça, il fallait que ce soit mis en place cette structure d'État-nation. Alors les nations existaient sous des formes très anciennes, en particulier la France, mais on considère souvent, c'est à partir du traité de Westphalie, enfin, des traités de Westphalie, au milieu du XVIIe siècle, que des États-nations se mettent en place. Donc 1648, pour ceux qui prennent des notes. Vous avez là quelque chose qui est très important, c'est on s'est tapé sur la figure à partir de ce moment-là pour des raisons nationales, des guerres deviennent entre nations, et non pas des guerres religieuses, comme elles étaient avant. Avant, on se tapait sur la figure entre protestants et catholiques. Quelquefois, ça avait des affaires de nation, mais après, ça devient international. Et la guerre de 14 est un peu le comble de ce conflit où ce n'est pas des idéologies pour lesquelles on s'entretue, mais des raisons nationales, et même nationalistes. Donc, ça apparaît quand une réalité est déjà bien instituée. Donc, vous voyez, c'est pareil pour le mouvement mondialisation. C'est vers 1980 qu'il apparaît, avec cette entrée dans les dictionnaires, en particulier en 1980 dans le Petit Larousse. C'est à ce moment-là qu'il a pu le pister. Et c'est un terme que lorsque j'étais étudiant, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années auparavant, un peu plus, je ne connaissais absolument pas. Et à partir de là, il a envahi notre horizon et on a pensé en termes de mondialisation. Alors j'aurai l'occasion peut-être de revenir tout à l'heure sur le fait que ce n'est pas un hasard si c'est à ce moment-là. J'aime bien dire que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les autres existent. Voilà, ça paraît un peu brutal et un peu provocateur de dire ainsi, mais ce ne sont pas des gens comme nous en retard. On a longtemps vécu avec un vocabulaire qui date de 1947, qui était pays sous-développé, pays en voie de développement, pays développé, et avec l'idée qu'au fond on était des États et qu'on pouvait se situer, il y avait des pays en retard, des pays en avance. C'est un vocabulaire qu'on pourrait qualifier d'évolutionniste. On situe dans le temps les choses. Et là, au contraire, on va par exemple dire nord-sud. Ça date aussi de 1980. Voilà, donc c'était pour situer un peu l'idée du processus. Mais maintenant, dans l'avant-propos, je voudrais dire une chose. Vous voyez, j'ai pris une carte, un planisphère ô combien banal pour un géographe, qu'on appelle le planisphère politique, avec simplement les États, en vous disant l'humanité est dans un puzzle. C'est pour ça que j'ai pris exprès une publicité de puzzle qui existe vraiment comme puzzle, mais pour dire qu'on est dans des petites pièces, et c'est ça les États-nations, c'est des surfaces qui sont considérées comme homogènes à l'intérieur, on met une seule couleur, c'est limité par une ligne, la frontière, une frontière linéaire, et non pas des marches compliquées, et ça s'emboîte, il n'y a pas de trou entre les pièces, ça s'emboîte bien, c'est comme un puzzle. Eh bien, c'est pas ça, c'est cette nouveauté justement de l'international que j'évoquais. Ça n'existait pas sous cette forme-là pour les sociétés. Mais ce qui existait bien avant, c'est qu'il y avait, et c'est une formule auquel je tiens beaucoup, une seule humanité, mais des sociétés. Et c'est une chose à laquelle on n'est pas... C'est tellement évident qu'on n'y passe pas tant que ça. Il n'y a d'abord qu'une seule humanité. Alors on va voir pourquoi. Mais il y a eu des tas d'espèces humaines qui sont apparues sur Terre, assez différentes les unes des autres, et pas forcément compatibles les unes avec les autres, mais il n'y en a qu'une seule qui a survécu. Ça a bien failli ne pas se produire, mais il n'y en a qu'une seule, ce qui fait que c'est une base, je dirais, biologique, pratiquement, de la mondialisation. Nous sommes tous compatibles les uns avec les autres, deux adultes en bonne santé peuvent avoir des enfants, quelle que soit leur origine, on est bien dans une seule espèce humaine, puisque la reproductibilité, c'est le critère de l'espèce. Et si on a un peu de temps et que je reviens jusqu'à la controverse de Valladolid, vous verrez que c'est l'argument décisif dans le débat, un argument très moderne, pour 1550. Donc, une seule humanité. Mais il n'y a pas une société mondiale. Ou en tout cas, ce serait une question qui mériterait d'être posée en conclusion de votre cycle. Mais vous avez il y a des éléments de société dans le monde, mais il y a des sociétés. Alors, la raison, je ne vais pas le lancer, j'avais au départ mis des diapos, puis finalement je me suis dit que ça va entraîner une autre réflexion et ça va nous faire dévier. Je pense qu'il y a des raisons complexes et biologiques qui font que l'homme est un animal extrêmement social, hyper social. Mais il y a du social chez d'autres espèces animales. Donc, je ne vais pas développer cette idée-là, mais de ce fait, les hommes ne vivent pas seuls. Ils vivent nécessairement en groupe et en groupe restreint de proximité. Et entre autres pour interrelier, pour communiquer. Le mot communication, ça signifie aussi qu'il y a les transports que la parole. Et je vous ai mis exprès une carte des langues. Même si ce n'est pas la bonne carte,
mais je n'ai pas pu la mettre parce que je suis en train de la faire faire, mais elle existe. Enfin, je ne la connais pas réalisée comme une image, qui serait la carte des langues avant toutes les colonisations européennes. Parce que si on regarde une carte des langues actuelles, on s'aperçoit que toute l'Amérique, une bonne partie de l'Afrique, pratiquement toute l'Afrique subsaharienne, et bien sûr ce qu'on appelle l'Océanie, ont des, je ne me mets pas dans l'image, ont des langues européennes. C'est très net en Amérique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui parlent le quechua ou l'aymara ou le nahuatl, donc les langues des anciens Incas et des anciens Aztèques, si vous voulez, mais l'essentiel des langues officielles, en l'occurrence, dans ces espaces-là, sont espagnoles. Donc, vous avez une carte qui montre la diversité. Et cette diversité des langues, qui est bien l'inverse de la mondialisation, c'est lié au fait que, historiquement, les hommes ont eu, l'espèce humaine a eu une contradiction, elle s'est avérée extrêmement mobile, mais on avait besoin pour survivre, et en particulier pour faire survivre le maillon nécessaire à la reproduction, c'est-à-dire la petite enfance. Il ne faut pas oublier ça, c'est la clé du truc que je voulais développer, que j'ai éliminé. L'espèce humaine a cette particularité, c'est que nous sommes dépendants dans notre jeune âge très 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 longtemps. Alors je sais, d'ailleurs parce que j'ai des grands-enfants, plus de 20 ans, que c'est très très tard, les oui. On est d'accord. Mais cette dépendance, et sans cette dépendance, mais c'est vrai, y compris dans les sociétés d'autrefois, avant 4-5 ans, alors si on compare avec d'autres mammifères, c'est énorme cette dépendance. Et de ce fait, ça nécessite un groupe qui prenne en charge l'avenir de l'espèce. Et de ce fait, on a besoin de groupes restreints qui communiquent, qui interagissent, et on a besoin du langage. Alors ça ne veut pas dire que le langage, qui est le propre du social, n'existe pas chez d'autres espèces. Des choses héritées qui ne sont pas transmises biologiquement, on transmet comme une langue maternelle, le terme est bien dit, et c'est très fort dans l'espèce humaine. C'est pour ça que je vous ai mis cette carte. Vous prenez une société qui a une solidité, ne serait-ce que politique, il faudra une langue, l'Empire romain. Cette société se fragmente, les langues divergent très vite. Et vous avez des langues issues du latin qui vont devenir l'italien, le portugais, l'espagnol, le français, le roumain, etc. Vous avez cette diversité parce qu'on a besoin de ces proximités et que si on n'a plus beaucoup de communication avec les autres, ça change parce qu'une langue, c'est très vivant, ça bouge tout le temps. Et donc, il y a des sociétés. Alors, on a cet héritage très complet, il y a des grandes et des petites, il y en a avec État, il y en a sans État, enfin, on a une diversité énorme de sociétés, mais il y a une très grande variété de sociétés, c'est-à-dire l'inverse de la mondialisation. C'est la particularisation, au contraire. Et historiquement, c'est le processus qui domine dans l'histoire des hommes, d'autant plus que, ils sont sur l'ensemble des terres émergées, c'est-à-dire que l'homme a une deuxième caractéristique, c'est qu'il est une espèce extrêmement mobile, beaucoup plus mobile que n'importe quelle autre espèce. C'est pour ça qu'on aime bien, quand on montre l'évolution, montrer un homme qui marche, d'ailleurs, qui est symbole de cette mobilité. Je m'étais amusé des petits calculs élémentaires, dire la Terre, c'est pas grand. Si on marchait, s'il y avait une route qui faisait le tour de la Terre, vous voyez, il faudrait un peu plus de 4 ans pour faire le tour de la Terre en marchant tout à fait à vitesse normale pendant quelques heures par jour. Évidemment, c'est farfelu comme calcul, c'est pas pensable, il n'y a pas cette route, mais c'est pas très grand. Ça veut dire, par exemple, que j'ai pris pour... on peut aller sur les 10 000 km à peu près de l'Amérique, de l'Alaska à la Terre de Feu, on pourrait faire le peuplement à petite vitesse, en déplaçant une agriculture sur brûlis ou des terrains de chasse en 30 km tous les 3 ans. C'est actuellement le rythme de ce qu'on appelle l'agriculture sur brûlis. Vous voyez, il faut moins de 2000 ans pour peupler toute l'Amérique. Donc c'est quelque chose qui peuvent aller assez vite. Mais en même temps, si tous ces groupes d'hommes se dispersent sur les 10 000 km du nord au sud de l'Amérique, en même temps ils se fragmentent, ils deviennent des sociétés différentes, ils parlent des langues différentes, même si la plupart des langues indiennes ont les mêmes origines, c'est-à-dire des origines sibériennes. Et vous avez là une fragmentation des groupes sociaux différents, isolés ou rivaux, les uns par rapport aux autres. Vous avez cette mobilité. L'un des éléments de cette mobilité, dont il faut bien être conscient, c'est, alors voilà, si vous voulez, l'image, la diffusion de l'espèce humaine actuelle, c'est-à-dire l'homo sapiens. Il ne s'agit pas de Lucie ou d'espèce humaine il y a très longtemps. Non, on remonte il y a juste 200 000 ans à peu près. Donc elle est bien née, comme la plupart des espèces de type homo, les espèces humaines, dans l'Est africain, et elle s'est diffusée à travers l'Eurasie,
pendant une centaine de milliers d'années, mais ensuite, il y a 60, 50 000 ans, elle a été jusqu'en Australie, et beaucoup plus récemment en Amérique. C'est pour ça que j'ai pris cette projection un peu bizarre, cette manière un peu bizarre de représenter la Terre, pour montrer, vous voyez, que la grande coupure, c'est l'Atlantique. C'est quelque chose qui ne sera franchi que très tardivement par les Vikings. Bon, on pourrait peut-être éventuellement suggérer dans la débat que peut-être il y avait eu d'autres franchissements antérieurs, mais le seul qui compte, c'est celui de Colomb pour notre processus de mondialisation. Vous avez le Pacifique, qui n'est pas vraiment une barrière, on aura l'occasion d'y revenir, mais vous avez ces passages par ce qui est aujourd'hui le détroit de Bering, mais qu'il va falloir, on va le voir dans un instant, penser comme plutôt un isthme comme détroit, par lequel les hommes sont passés, et puis d'autre part par l'Australie, qui était là aussi beaucoup moins maritime, un ensemble qui était beaucoup moins maritime que ça n'est aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a 50 000 ans à peu près, on a franchi les îles de l'Indonésie, mais simplement, ce n'était pas des îles. À l'époque, c'était, ils n'ont pas été tout à fait à pied sec, mais presque. Alors, on a bien failli, cette dame, s'appelle un homme, d'ailleurs, on dit l'homme, mais en l'occurrence, ici, on a fait une reconstitution de femme, de Flores, qui est une île de l'Indonésie. Eh bien, on a bien failli ne pas être les seuls humains sur Terre. S'il y en a parmi vous qui connaissent d'ailleurs le roman de Vercors, un très vieux roman de Vercors qui s'appelle Les animaux dénaturés, je vous conseille vivement, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant pour réfléchir sur ce qu'est l'espèce humaine, l'humanité. Il invente justement une sorte de chaînon manquant, comme on disait à l'époque, qu'il faut appeler les tropies, je crois, dans le raisonnement. Il est situé à peu près là où est l'île de Flores. Il avait de bonnes idées. Donc, il se trouve qu'il y a 17 000 ans, alors 17 000 ans, c'est pas vieux, dans ces processus-là, il y a 17 000 ans, il y avait une espèce qu'on appellerait dans un vocabulaire évolutionniste très primitive, qui vivait dans l'île de Flores et qui a disparu à ce moment-là, sans doute naturellement. Ils n'ont pas été massacrés par d'autres espèces humaines. Ça leur serait peut-être arrivé. Ça, on a beaucoup massacré, très très probablement, en particulier les Néandertals. Mais là, cette espèce a disparu. Imaginez qu'ils aient tenu 17 000 ans de plus, ou même simplement 12 000 ans de plus. En se diffusant, les Homo sapiens se auraient rencontrés. Je suggère que ça serait peut-être pas bien passé pour les hommes de Flores. Mais ils ont disparu. Donc il n'y a bien qu'une seule humanité. Alors, s'il n'y a qu'une seule humanité, c'est justement parce que, voilà, les crânes, vous avez l'homme de Flores, vous voyez que petite tête, un petit cerveau, c'était effectivement une version que, comme dans le roman de Vercors, on aurait pu faire l'hypothèse, est-ce des singes, est-ce des hommes si vous ne connaissez pas la manière, le problème est résolu, je vous conseille de lire le roman. Alors, une petite remarque, si l'homme est très mobile, c'est parce qu'il peut aller partout. Alors, bien sûr, il a une mobilité qui n'est pas mauvaise, une trentaine de kilomètres par jour, il y a beaucoup d'espèces qui n'en sont pas capables. Enfin, un loup peut faire 300 km dans une nuit. Donc, bon, je ne parle pas des oiseaux migrateurs ou des poissons, vous avez des espèces beaucoup plus mobiles. Mais c'est quand même pas mal. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est que l'homme n'est pas assigné à un seul milieu, comme le sont toutes les espèces vivantes, végétales ou animales, parce qu'il est beaucoup plus que d'autres capable de construire son milieu. Alors, je vous rappelle qu'on construit notre milieu d'abord en créant un micro-milieu sur nous, qui est celui du vêtement. Alors, je vous ai mis M. Hibernatus, vous aussi, que vous connaissez sans doute, ce monsieur qu'on a trouvé dans un glacier à la limite de l'Autriche et de l'Italie, qui est un homme tout à fait comme nous, chasseur du paléolithique tardif, et sur lequel on connaît tout maintenant, ses maladies, ses problèmes d'arthrose, les médicaments qu'il prenait, ce qui très efficace, paraît-il. La manière dont il est mort, alors là c'est un suspect, il a été tué par d'autres hommes. Il est mort de pointe de flèche dans le dos. Donc, il est mort sans doute de sa chute dans le glacier, mais disons qu'on l'a aidé. Donc, vous avez... Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur qui se baladait sur un glacier il y a environ 4000 ans, il avait un équipement qui lui permettait de se promener en haute montagne sans difficulté, parce qu'il avait ce microclimat qu'un chimpanzé, lui, n'aurait pas eu et auquel il n'aurait pas pu résister. Alors, ça veut dire aussi qu'on crée un deuxième microclimat, qui est les bâtiments dans lesquels nous sommes, ce qui nous permet d'être à peu près n'importe où. Et puis, bien sûr, mais ça c'est au moins 700 000 ans, la capacité de produire de la calorie par l'invention du feu, la maîtrise du feu plutôt,
qui est un élément important. C'est très simple, mais vous voyez que grâce à ça, ces idées nous permettent de rappeler que l'homme a pu aller partout, qu'il y a pu y avoir, avec des techniques très primitives de chasseurs-cueilleurs, des Inuits, hein, ce qu'on appelait des Esquimaux naguère, dans des milieux arctiques, ou des milieux de très haute montagne, hein, comme les Tibétains, de même qu'il y a des hommes dans des milieux extrêmement secs, arides, très chauds, parce qu'on a des techniques pour plus ou moins bien, c'est plus ou moins efficace bien sûr, mais qui nous permettent d'être partout. Alors de ce fait d'ailleurs, il y a les seules autres espèces qui sont mondiales, car l'espèce humaine de ce fait est mondiale, les chênes, les kangourous, les baleines ne sont pas mondiales, elles ont des milieux plus particuliers, l'homme est partout. Mais il y a quelques espèces qui sont mondiales, qui sont tout simplement ce qu'on appelle, d'une très jolie expression, les commensaux. Ce sont toutes les espèces dont l'espèce humaine est le milieu naturel, est devenu le milieu naturel. Alors, ça peut être d'ailleurs des microbes ou des choses comme ça, mais ça peut être des poux, ça peut être des rats ou des plaques, voilà. Nous les connaissons bien, il y en a partout, je suis sûr qu'il y a des... Je ne doute pas d'apporter la médiathèque, mais il y a nécessairement des souris et des blattes, il y en a partout. J'espère qu'il n'y a pas de coups. Vous avez là, effectivement, des espèces mondialisées, parce que l'homme est son milieu. Alors, c'était juste une plaisanterie. Donc, un bref historique hein, pour montrer cette diffusion de l'écoumène, de l'espèce humaine. Si on remonte il n'y a pas très longtemps, il y a environ 100 000 ans, l'espèce est la même que nous. Hein. Il y a des Homo sapiens. Vous savez qu'il y a des hommes de Flores qui existent encore à ce moment-là. Flores doit se situer quelque part par là. Il y en a probablement d'autres. Alors maintenant, les paléoanthropologues ne cessent de découvrir, par exemple, on a découvert en Sibérie des petits morceaux d'os d'une espèce qui n'est ni l'homme de Flores, ni l'Homo sapiens, et qui était là il y a 10 000 ans. Donc, on va faire sans doute de nouvelles découvertes archéologiques, mais pas de vivants. Hein. Donc, notre espèce s'est répandue dans ce que j'appellerai bientôt l'ancien monde. Et ça, depuis longtemps. Hein, non seulement dans un petit coin de cette région, mais du reste. Simplement, il faut se penser à un moment où on est en interglaciaire, les océans sont hauts, comme maintenant. Simplement, il y a 80 000 ans, il va y avoir une période glaciaire, la dernière. Techniquement, ça s'appelle le Burn. Et pendant cette période glaciaire, le niveau marin a beaucoup baissé, d'environ 100-150 mètres, on discute. Par exemple, les îles britanniques ou le Japon ne sont plus des îles. Hein, ça fait partie du continent. Même remarque pour toute l'Indonésie, hein, jusqu'à Java, jusqu'à Bali, tout ça, on peut y aller à pied sec. Alors, le résultat, et surtout le plus spectaculaire, mais ce type de carte le montre mal, c'est qu'il n'y a plus de détroit de Bering. Vous avez un isthme, qu'on appelle souvent rétrospectivement la Béringie, et on peut donc aller à pied sec, éventuellement en suivant les droits, hein, des troupeaux de chasse, c'est les ancêtres des Amérindiens, ils peuvent à ce moment-là venir en Amérique. Alors il y a 35 000 ans, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation, on peut douter que c'est déjà été le cas, mais ce dont on est sûr, c'est que l'Australie, elle, était déjà en voie de peuplement il y a environ 50 000 ans. Donc en situant il y a 35 000 ans, il n'y a pas de problème. Et à remarquer d'ailleurs que cette diffusion de l'espèce humaine s'est faite avec une mobilité pédestre par le détroit de Bering, mais sans doute, même nécessairement pour l'Australie, aussi par voie maritime. On a déjà navigué, en pleine préhistoire. Sinon, les aborigènes australiens ne comprendraient pas. Il y avait une petite discontinuité maritime qui n'était pas énorme, hein, on pouvait sans doute y aller avec quelques radeaux en naviguant à vue, mais il y avait une discontinuité maritime. Et d'ailleurs, depuis, on considère que le peuplement de l'Amérique s'est peut-être fait aussi par une sorte de cabotage le long des côtes, plus que franchement en venant à pied par la Béringie. Donc, un peuplement, mais un peuplement qui va aboutir, si on continue notre historique, là, on est vraiment à la fin du Paléolithique, hein, on va presque aborder le Néolithique. Vous avez la fin de la glaciation avec ces énormes glaciers. Évidemment, je n'ai pas dit, mais si le niveau marin était si bas, c'est que beaucoup d'eau était capitalisée sous forme de glace, hein, par d'énormes glaciers, en particulier dans l'hémisphère nord, et aussi toutes les montagnes, hein, avec des glaciers particulièrement importants. Donc vous avez là le peuplement de l'ensemble de l'humanité qui s'est fait à l'aube de l'ensemble de la Terre, à quelques îles près, par exemple Madagascar, ou des îles plus isolées, hein, la Réunion par exemple, ça ne sera plus peuplé par des êtres humains qu'au XVIIe siècle. C'est les Français qui sont à l'origine de ça.
eh bien, ce peuplement, pour l'essentiel des terres émergées, en particulier ce qu'on appellera les continents plus tard, s'est fait au moment de la dernière glaciation. C'est-à-dire au moment où le niveau marin était le plus bas. Alors, imaginons un instant, mais c'est juste de l'histoire factuelle, hein, vous voyez, ça c'était les lieux de peuplement, et voilà l'achèvement du peuplement, lorsque le niveau de la mer remonte. Eh bien, lorsque le niveau de la mer remonte, tout ce qui est en bleu foncé ici va être de nouveau submergé, puis finalement ce qui est en vert, et la mer Rouge, par exemple, va être réouverte, elle n'existait pas pendant la glaciation. C'est le détroit de Babel-Mandel était à peu près à 50 mètres de profondeur. Donc c'était une sorte où il y avait deux petites mers mortes, très probablement, au fond, mais il n'y a pas de fleuve qui alimente. Donc vous aviez là quelque chose qu'il ne faut pas imaginer une Afrique. On était en continu, il n'y avait pas non plus de golfe arabo-persique, on était dans un ensemble continu, de même que le Bosphore et le Dardanelles étaient fermés. Donc vous aviez une configuration assez différente pour comprendre les migrations des populations. Donc vous avez cette diffusion des hommes sur toutes les terres émergées, diffusion d'une espèce humaine qui n'était quand même pas énorme en quantité. Hein. C'est quelques millions d'individus pendant très longtemps. C'est avec l'agriculture, donc c'est à ce moment-là, juste après que ça a commencé, c'est avec l'agriculture que vous allez avoir à ce moment-là un passage à sans doute une dizaine, une centaine de millions de personnes. On considère qu'au début de notre ère, il y aurait environ 400 à 500 millions d'individus sur Terre. Vous voyez, on est loin des 7 milliards actuels. Alors, cette dispersion, eh bien, elle se traduit par la diversification que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les sociétés se différencient et des groupes qui au départ étaient sans doute très très peu nombreux et de même origine pour la plupart qui allaient peupler l'Amérique, eh bien, vont se différencier, vont devenir des Cheyennes, des Sioux, des Aztèques, des Mayas, des Incas, des Patagons, des habitants de la Terre de Feu, des Fuégiens, etc. Des groupes très différents qui parlent des langues qui ne se comprennent pas entre elles, même si elles ont souvent la même origine, avec des coutumes, des mœurs, des manières de prendre des décisions politiques très différentes, des États forts comme l'État Inca, ou au contraire des sociétés sans État. Vous avez cette fragmentation en société au pluriel, qui est exactement le contraire de la mondialisation. Hein, plus il y a diffusion des hommes à la surface de la Terre, moins il y a mondialisation. Et le processus qui va se créer, c'est un processus qui va relier ces sociétés, mettre en relation ces sociétés, créer des interrelations de l'unité connectée. Hein, pour prendre un terme très informatique, et c'est ça ce qu'on peut appeler de la mondialisation. Quand on va au contraire reconnecter ces sociétés, les amener à échanger, à parler, à se taper dessus, c'est très largement ça, mais qui sont les différentes variantes de formes sociales. Alors, juste, j'ai mis un petit graphique pour vous expliquer, pour faire ce scénario éventuellement des différents qu'on aurait eu. Voilà, ça nous raconte le niveau de la mer. Hein. Vous avez cette sinusoïde qui montre qu'il y a des moments où le niveau de la mer est bas, c'est les périodes glaciaires, parce que l'eau est en glaçon, et des périodes où elle est haute, c'est les interglaciaires, comme aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est cette tendance générale. C'est-à-dire que globalement, le niveau marin n'a cessé de diminuer. Pour une raison simple, c'est pas qu'il y a moins d'eau sur Terre, mais qu'il y a de plus en plus d'eau qui est capitalisée, en tout cas jusqu'à l'Anthropocène, jusqu'à la période actuelle, qu'il y a de moins en moins d'eau qui est capitalisée. Il y a beaucoup d'eau qui est capitalisée sous forme de glace, en particulier dans ce qui représente plus de 95% de l'eau douce sur Terre, qui est l'Antarctique, un énorme glaçon qui est sur le continent antarctique. Eh bien, ça fonde, vous savez que ça nous pose problème aujourd'hui. Hein. Voilà, donc on a cette tendance, et vous voyez que plus il y a de l'eau qui reste sous forme de glace, plus le niveau marin est bas, et le niveau marin le plus bas a été atteint très récemment, il y a environ 15 à 20 000 ans, comme je viens de l'évoquer. Imaginez un instant, j'ai repris le même graphique et je l'ai mis à l'envers. Hein. Imaginez un instant que le processus était inverse, pour des raisons que je ne serais pas capable d'imaginer sur le plan géologique, bien sûr. Mais imaginons que ce soit le contraire, et on aurait eu exactement l'inverse. Il y a 500 000 ans, on aurait eu une diffusion d'espèces humaines sur Terre, très probablement, des chasseurs-cueilleurs qui auraient été partout, où pouvaient chasser et cueillir. Et puis, le niveau marin serait remonté, et l'Amérique aurait été isolée, les îles auraient été isolées, l'Australie aurait été isolée, et on aurait donc des espèces humaines différentes. On a bien failli avoir ça. C'est pour ça qu'il m'arrive souvent de dire « la Terre n'est pas la planète des singes ». Vous connaissez plutôt le roman de Pierre Boulle que les films. Hein. Le roman de Pierre Boulle est aussi très beau. Très, très intéressant sur justement ce qu'est l'humanité également. Vous avez dans cette histoire, mais bien sûr aussi dans les versions, les deux séries cinématographiques qui ont été tirées, le fait que des primates
existent et sont tous civilisés à des degrés divers. Le truc étant que c'est les humains qui sont les moins civilisés dans l'affaire. Mais les chimpanzés, les orang-outans et les gorilles forment une société. Ils se parlent, ils existent entre eux, ils ont des rapports d'amitié, de pouvoir, d'interrelation, sauf qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble, ils ne sont pas la même espèce, mais ils ont ces rapports sociaux et ils forment une société. Alors, on pourrait imaginer que sur Terre, ça aurait été ça. On aurait des homos de différents types, dont des sapiens. Alors, c'est le terme dont on s'est affublé pour dire qu'on était savants, mais on aurait différents types d'espèces, la nôtre et d'autres, parce que les Américains, lorsque Colomb serait arrivé, là la controverse valide aurait pris un autre sens, parce qu'il aurait rencontré une autre espèce humaine. Eh bien non, nous sommes une seule espèce humaine, et ça c'est vraiment la base biologique de notre mondialisation, qui est cette unité que l'on a à partir d'un noyau initial, certainement, peut-être même d'un seul, un noyau initial extrêmement restreint, hein, et à partir de là, les variantes que l'on peut avoir physiquement sont vraiment des détails par rapport à d'autres espèces. Alors avant de revenir à ce qui va être l'origine de la mondialisation, je voudrais aussi dire un mot d'une forme de diffusion qui est plus récente et qui est aussi quelque chose qu'on oublie, entre autres d'ailleurs parce qu'on montre rarement des cartes centrées sur le Pacifique. Quand les Européens se sont mis à découvrir, comme on dit, les îles du Pacifique, donc Cook, Bougainville, la Pérouse au XVIIIe siècle, puis d'autres ensuite au XIXe, on a beaucoup mis du temps à découvrir toutes ces îles. Sans satellite, il fallait de la chance hein, pour les trouver. Eh bien, ils les ont trouvées peuplées, y compris des îles lointaines et isolées comme l'île de Pâques. Il y avait des hommes comme eux. Et ils ont d'ailleurs très vite eu des enfants avec ces femmes de ces sociétés. Donc, ces îles étaient peuplées. Donc, vous avez là sans doute une frange que je trouve absolument fascinante. On s'en étonne pas, mais il y a eu une diffusion, des navigations, des premières découvertes avant que les Européens arrivent de ces îles par des Polynésiens, hein, pour prendre l'expression convenue de la diffusion de cette espèce. Alors, on a reconstitué, et on a pas mal d'éléments historiques, si ça vous intéresse, je pourrais vous dire comment, qui expliquent comment on peut suivre le développement. Alors, il ne s'agit pas du tout des populations d'Australie et d'ailleurs de Nouvelle-Guinée, ce qu'on appelle les Papous, hein, dont on a vu la diffusion très ancienne, hein, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, mais il s'agit de peuples qui sont issus de ce qui, aujourd'hui est la Chine, mais vous voyez bien, les Polynésiens, bien physiquement, ne sont pas des Chinois. Donc ça prouve que cette région, à l'époque, n'était pas peuplée de populations de type chinoise, mais de populations assez différentes, sur le plan linguistique et physique, qui ont peuplé d'abord Taïwan. D'ailleurs, Taïwan a une population d'origine hein, qui n'est pas chinoise, et ça pose des problèmes politiques à l'intérieur de Taïwan. Donc vous avez ce premier constitue environ en 3500 avant notre ère, enfin évidemment c'est pas les dates rondes, c'est juste une idée, avec une diffusion qui se fait ensuite en Indonésie, à Bornéo, à Java, à Sumatra, vous voyez, je continue la diffusion, puis dans la Mélanésie, vous avez, on est, le moins n'est pas très visible, excusez-moi, j'ai grossi des chiffres exprès, j'ai eu peur. Vous voyez qu'on aboutit à un peuplement au début de notre ère, à peu près, il manque la flèche là, au début de notre ère, à Tahiti. Vous voyez le 1, puisqu'il n'y a pas de 0, j'ai dit 1. Donc on est ici à peu près vers les îles Marquises, la Polynésie française actuelle. C'est un peuplement d'environ 2000 ans. Bien avant donc, que les Européens arrivent. C'est à partir de cet archipel des Marquises, d'ailleurs, que les Hawaï ont été peuplés. Alors, à une date qui est un peu plus récente sans doute, hein, de l'ordre de 500 de notre ère. Vous avez aussi au même moment une diffusion vers, à travers l'océan Indien jusqu'à Madagascar, puisque les langues et une partie du patrimoine génétique de la population est typiquement polynésien à Madagascar. Donc vous avez imaginé cela, et il ne faut pas oublier bien sûr que l'élément le plus récent, c'est l'île de Pâques. Alors il y a débat pour savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés à l'île de Pâques, mais c'est de l'ordre d'environ, il y a à peu près 1400-1500 ans. Je m'en suis arrêté là, mais il n'est pas du tout improbable qu'ils aient été jusqu'en Amérique. Il y a des arguments qui vont dans ce sens-là, sur le plan linguistique, biologique, sur certains types de plantes utilisées, avec très probablement des liens, et même des légendes incas hein, qui en parlent, des liens entre l'Amérique et des îles de Pacifique. Donc vous voyez, là aussi, les Européens, la mondialisation est
d'un certain côté plus ancienne. Bon, je vais arrêter là, mais simplement, si je l'ai évoqué, c'était pas simplement pour raconter l'histoire du peuplement de la Terre avant que les Européens se mettent à tout relier, mais pour dire qu'on aurait presque une mondialisation qui aurait pu être. Parce que là, vous avez les plus extraordinaires navigations. J'adore, mais je ne vais pas le faire maintenant, c'est pas le sujet, parler de la cartographie des Polynésiens. Ils avaient des cartes, ces navigateurs extraordinaires, et qui ne ressemblaient pas du tout aux nôtres. Vous avez une mondialisation. N'oubliez pas que le Pacifique, c'est 20 000 km, c'est-à-dire à peu près de largeur au maximum, la moitié du tour de la Terre. Si vous rajoutez l'océan Indien, ça fait 2 tiers du tour de la Terre. Et qu'à côté, les voyages de Vasco de Gama ou de Colomb, c'est peu de choses. On a des navigations extraordinaires. Simplement, bien sûr, en se diffusant, les Polynésiens se sont fragmentés. On a toujours le même processus de ce que j'appelais l'anti-mondialisation. Ces sociétés se sont différenciées. C'est même un véritable laboratoire historique. Il y a des sociétés qui sont redevenues des chasseurs-cueilleurs, d'autres qui sont restés des agriculteurs, il y en a qui ont construit des États. Les langues se sont diversifiées et la langue pasquane n'a plus grand rapport avec la langue hawaïenne, par exemple, bien qu'ils aient la même origine. En plus qu'un portugais parlera facilement avec un roumain. Donc vous avez là quelque chose qui aurait pu être une mondialisation. En tout cas, ils en avaient les moyens techniques de leur pirogue à balancier qui traversaient des immensités océanes et des capacités d'adaptation dans différents milieux. Ça fait partie des mondialisations qui auraient pu se produire et qui ne se sont pas produites en bas. Bon, alors je termine mon petit élément. Alors, au bout du compte, maintenant pour arriver à ce qu'est notre processus de mondialisation, je vais partir d'une idée simple, c'est que jusqu'au XVe siècle, alors maintenant on est dans le temps court, il va nous rester 6-7 siècles, jusqu'aux grandes découvertes, qui est une expression des historiens du XIXe siècle, de ce qu'on va appeler plus tard les grandes découvertes. Jusqu'aux grandes découvertes, il y a deux choses. Vous avez d'une part ce que j'ai marqué en rouge, enfin à peu près en rouge ici, sur ma carte, que je vais appeler l'ancien monde pour aller vite. Et puis, ce qui est en gris, les nouveaux mondes. Vous voyez, si je fais un petit croquis, ça donne cette idée-là. Pourquoi je fais cette différence? Eh bien, c'est parce que, vous voyez, j'ai volontairement pris une projection cartographique où l'Amérique était à droite. C'est tout aussi exact que l'Amérique à gauche, bien sûr. Donc, vous avez là des sociétés qui sont sans relation avec l'ancien monde et d'ailleurs aussi entre elles. Il n'y a pas d'interrelation, et en tout cas pas d'interrelation forte. J'ai bien évoqué qu'il y avait quelques voyages, sans doute, entre les îles polynésiennes et l'Amérique du Sud, mais globalement, vous avez des sociétés qui sont fondamentalement fragmentées, qui sont installées sur des territoires où ils sont en très faible densité, même si on va voir qu'on sous-estime souvent la densité américaine, et qui ne se connaissent pas beaucoup entre elles. Par exemple, un bon exemple de fragmentation, ce sont les aborigènes australiens. Il y a 500 langues différentes. Voilà, typiquement un exemple de fractionnement tout à fait considérable de ces sociétés. Donc vous avez des mondes qui sont peu reliés entre eux, qui ne se connaissent pas. Par exemple, les Aztèques ou les Mayas ignoraient l'existence des Incas, et réciproquement. Alors, il y avait quand même des peuples entre les deux qui assuraient des liens, il y avait des choses qui passaient, mais ils ne se connaissaient pas. Alors que les Romains, eux, et c'est là toute la différence qu'on va voir, connaissaient bien les Chinois. Pas bien, ils connaissaient l'existence de la Chine connaissait l'existence de l'Empire romain. Jules César, par exemple, adorait s'habiller en soie. Alors là, ça coûtait extrêmement cher, aussi cher que de l'or, mais c'était bien sûr une dépense de prestige, mais là, les Romains connaissaient la soie. Or, à l'époque romaine, la soie était uniquement produite en Chine, ça ne pouvait absolument pas venir d'ailleurs. Donc il y avait des communications entre les deux, il y a des personnes qui ont circulé, et on va voir que ces circulations, elle est particulièrement importante. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle, plutôt qu'on appelle à partir du XVIe siècle, l'ancien monde. Donc l'Afrique, l'Asie et l'Europe, termes qui sont des inventions européennes, des notions européennes, et pour ça qu'il faut voir ça comme un bloc, cet ancien monde, c'est un ensemble où tout est en interrelation. C'est déjà une forme ancienne de mondialisation, et la mondialisation qu'amorce les grandes découvertes, c'est simplement l'extension, par l'une des sociétés, en l'occurrence l'Europe, mais l'extension des relations qui existent à l'intérieur de cet ancien monde, ou plutôt à l'intérieur d'une partie de cet ancien monde. Alors voilà une carte que, j'utilise beaucoup Brodel, je ne vais pas vous l'analyser longuement. Elle nous montre bien d'ailleurs le fractionnement des sociétés au XVe siècle.
Là, ce sont les sociétés telles qu'elles se présentent aux environs de la fin du XVe, début XVIe. On peut les classer entre des sociétés à agriculture dense et puis au contraire des chasseurs-cueilleurs, puis des sociétés intermédiaires. On n'oserait plus du tout faire ça aujourd'hui. Mais en même temps, tout le monde réutilise cette carte. Moi, le premier, je l'ai republié dans un bouquin, bien, parce qu'elle est très pratique pour nous donner une image du monde avant l'uniformisation européenne. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui est très visible, je crois que je l'ai entouré en rouge, justement, c'est cette zone qui est à la fois de forte densité, qui est la zone où il y a des sociétés à agriculture dense, hein, comme dit Braudel, avec charrue, c'est-à-dire les agricultures de type européen, méditerranéen, indien, iranien, indo-chinois, chinois, japonais, ce qu'on appelle, dans le vocabulaire du XIXe siècle, des civilisations, pour dire que les autres n'étaient pas civilisés, donc ce n'est pas un terme que je reprendrai en tant que tel, mais vous avez là effectivement un ensemble de sociétés dans lequel, je rappellerai rapidement, on trouve des choses comme la ville, l'État, l'écriture, la monnaie, même si des formes peuvent exister ailleurs, par exemple les Mayas ont une forme d'écriture, mais enfin sous une forme très importante et surtout ce qui est important, qui fonctionnent les uns par rapport aux autres, qui circulent, qui s'échangent, qui se copient, qui communiquent, qui sont constamment connectés avec les autres. Et certainement bien avant que les Romains et les Chinois aient des relations, puisque le préhistorien Leroy Gourand voyait déjà des circulations à l'époque paléolithique, juste sur cet axe entre Méditerranée et mer de Chine. Vous savez, des communications nombreuses et importantes. Alors, remarquez inversement que si je prends les populations qui sont tout en haut de l'échelle, qui est la légende qui est à côté, c'est-à-dire les sociétés de chasseurs-cueilleurs, de paléolithiques si vous préférez, autrefois on aurait dit des primitifs, si vous prenez ces sociétés, vous avez les Inuits dans le Grand Nord, vous avez les Patagons, les Fuégiens dans le sud de l'Amérique, vous avez les aborigènes australiens, vous avez les peuples San, ce qu'on appelait les Boshimans ou Bushmen autrefois, c'est un terme évidemment péjoratif et colonial, et vous voyez qu'ils sont eux en périphérie. Donc la mondialisation, c'est tout simplement l'anneau rouge qui va s'étendre. C'est-à-dire on a une extension progressive des relations, et il se trouve que c'est l'une des sociétés qui est l'Europe, et ça aurait pu ne pas être l'Europe, comme vous allez voir bientôt, ce type de... Alors voilà, cette fois-ci, nous n'avons plus, nous abandonnons